Georges en profite pour jeter un coup d'œil dans la boîte aux lettres. Au fond, gît une enveloppe d'un bleu terne. Georges l'ignore encore, mais ce courrier va bouleverser durablement la vie de toute la petite famille. C'est un télégramme de l'armée. Il enjoint à Georges de rejoindre toute affaire cessante un établissement militaire situé à Marseille. Une fois sur place, il recevra les instructions définitives concernant son embarquement à bord du Pasteur. Ce paquebot, transformé en transport de troupes, effectue régulièrement des rotations entre la métropole et l'Indochine. Sur cette terre lointaine, la France se débat depuis 7 ans dans une guerre coloniale dont on voit mal l'issue. Georges a beau avoir déjà évoqué à plusieurs reprises avec sa femme l'éventualité d'une telle mutation, la soudaineté de la nouvelle les désarçonne. Jacqueline, effondrée, ne peut retenir ses larmes. Une foule de questions sans réponse déferlent dans sa tête. Georges a beau tenter de l'apaiser, c'est tout de même d'une guerre dont il est question. Le nombre des victimes n'est pas anecdotique. Sans oublier les maladies endémiques qui font beaucoup de ravages parmi le corps expéditionnaire. Mercredi 17 novembre 1954. Saïgon. Aéroport de Tan Son Nhut. Il est 17h45 local quand le Lockheed Super Constellation d'Air France se présente au point fixe pour le décollage. Destination la France. Ton père est mort. C'est avec ces 4 mots que le frère aîné de mon père déchire mon enfance. Pendant 1 ou 2 minutes, je ne peux admettre l'impensable. Je me jette dans les bras de ma mère. Nous nous étreignons de longues minutes. Ma mère est secouée de sanglots tandis que mes yeux restent secs. Tout est devenu vide en moi. En même temps qu'un flot de détresse me submerge, je sens naître en moi une immense colère. J'ai l'envie d'être seule. Je me dégage le plus doucement possible de l'étreinte de ma mère et file me réfugier au grenier. Parvenue dans les combles glacés, je me précipite vers l'armoire où sont rangés les livres de mon père. Un grand froid m'envahit. J'ouvre et ferme les bouquins au hasard. Je ne peux ni ne veux les lire. Je veux seulement plonger mon visage entre les pages, espérant y trouver ne serait-ce qu'un infime atome de la présence de mon père. Rien ne vient. Je suis comme un arbre, privé brutalement de sa sève. Je grelotte des pieds à la tête. Je voudrais disparaître et rejoindre mon père dans son nouveau monde. Je voudrais tant pleurer un grand coup et pouvoir peut-être ainsi purger mon esprit de cette rage qui commence à m'empoisonner. Suis-je devenu un monstre? Plus tard, j'entendrai des proches expliquer mon absence apparente d'émotion par le fait que j'étais encore trop jeune pour bien me rendre compte. Mais que savaient-ils de ma détresse? Les jours passant, cette âcre boule de colère ne cessa de grossir. La perte de mon père m'apparaissait comme une monstrueuse injustice. J'ignorais encore que cette fureur naissante n'allait plus jamais me quitter et qu'elle allait me pourrir ma vie. Le fait que je ne puisse m'en prendre qu'au ciel, en fait à personne, en décupla la nocivité. Décembre 1970. Comme tous les ans, je dois me rendre à l'hôpital militaire de Strasbourg en vue d'y subir les tests physiques imposés aux aiguilleurs du ciel. Tout se passe sans encombre, jusqu'au moment où une infirmière chargée de contrôler ma vue hoche la tête dubitativement. Après quelques minutes de réflexion, elle s'en va trouver le médecin-chef qui officie dans un box un peu à l'écart. Il s'ensuit entre eux une brève conversation. Je suis trop loin pour entendre leurs propos. À leur mine, je devine que quelque chose cloche. Sans hésiter, le médecin se dirige vers moi. Arrivé à ma hauteur, il n'y va pas par 4 chemins. Il m'annonce tout de go que mon acuité visuelle s'est altérée. Je commence à devenir myope. Je sais qu'une myopie, même légère, est incompatible avec ma fonction. Et à l'époque, le port de lunettes n'est pas autorisé. C'est le ciel qui me tombe sur la tête. J'accuse le coup. Que faire? J'essaye de fanfaronner, mais le cœur n'y est pas. Mardi 8 juin 1971. Après 60 mois de vie commune, je fais mes adieux à l'armée, ou plus exactement, à la tour de contrôle. Comme pour toute rupture violente, celle-ci ne se fait pas sans souffrance. Quoi qu'il en soit, ces 5 années d'armée m'ont transformé et marqué à jamais.
Je suis redevable à l'armée de m'avoir offert des rencontres que je n'aurais peut-être jamais pu avoir ailleurs. Aussi, ce n'est pas sans éprouver un profond sentiment d'arrachement que j'effectuai mon circuit de départ. Ironiquement, un gradé me fit remarquer que j'étais officiellement rayé des effectifs depuis la veille. Fallait-il que je sois déboussolé pour m'être trompé d'un jour? Mes explications confuses firent naître un sourire sur le visage de mon dernier interlocuteur. En fin de matinée, je franchis seul, et pour la dernière fois, le poste de garde de la base aérienne 133 de Nancy-Ochet. J'évitais de me retourner. Une période importante de ma vie s'achevait. Une autre, mélange d'espoir et de crainte, s'ouvrait devant moi. Je venais d'avoir 23 ans, et comme le chantait Dassin l'année précédente, la fleur aux dents, c'était tout ce que j'avais.